Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, l'État veille à l'application des nouveaux prix des denrées alimentaires. Les inspecteurs de la direction du commerce effectuent des vérifications dans les boutiques de quartier. Les commerçants récalcitrants s'exposent à des sanctions. Dépollution de la baie de Hann, la coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer dénonce le retard du démarrage des travaux de restructuration de la commune. Les acteurs exigent des ouvrages d'assainissement de qualité. À la une également, la mort de l'ancienne gloire de la lutte sénégalaise, Double Less. Il a été inhumé cet après-midi à Yoff. Retour sur son mémorable parcours dans cette édition. L'actualité en Guinée au lendemain, les Lions de la Teranga à Brazzaville pour reprendre la première place du groupe H. Sénégal affronte le Congo ce mardi. Fixation des prix de grande consommation, les inspecteurs de la direction régionale du commerce veillent à l'application de cette mesure. Le prix du sucre, l'huile et le riz ont été revus à la hausse. Les inspecteurs de la direction du commerce ont effectué des visites de vérification dans les boutiques de quartier. Les commerçants récalcitrants s'exposent à des sanctions. Pape Faraning et Amadouba. Entre ses mains, la feuille qui indique les nouveaux tarifs fixés par le ministère du Commerce. Ces agents font le tour des boutiques ici à la Médina pour s'assurer de l'application de la mesure. C'est de veiller à l'application stricte de l'arrêté 26 999 pris par le ministre du Commerce sur instruction du président de la République. Vous savez que l'État a renoncé à 47 milliards de francs CFA pour soulager les populations. Si certains acceptent de se soumettre, d'autres s'y opposent, même sur le risque de subir des sanctions. Non, Inch'Allah. Le riz brisé non parfumé, maintenant qui est vendu à 300 francs. L'huile de palme aussi à 1200 francs le litre. La dosette qu'on appelait communément Ninel à 350 francs. Et le sucre cristallisé ou sucre en poudre à 600 francs. Donc le kilo. Nous avons dressé une convocation. Ces boutiquiers vont passer au bureau l'après-midi et nous allons déclencher la procédure. La direction du commerce invite les Sénégalais à plus de patriotisme. Nous appelons tout le monde, boutiquiers, population, au patriotisme économique. Parce que le patriotisme doit prévaloir dans ce que nous faisons. Parce que si l'État renonce à 47 milliards, aussi, la population aussi doit jouer son rôle. Un registre de réclamation est ouvert au niveau du service régional de Dakar. 47 milliards de francs CFA cédés par l'État pour soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. La direction régionale du commerce intérieur promet de faire le suivi sur le terrain pour le respect strict des mesures prises. Merci Pape Farah. À Touba, l'association des commerçants et industriels du Sénégal exige la libéralisation de l'importation du sucre. Selon les membres de l'ACIS, l'État doit mieux gérer le secteur du commerce afin de limiter les pénuries récurrentes. Voyons tout cela avec Pape Balagaï et Talasson. Le prix des denrées de première nécessité et la rareté de certains produits, notamment le sucre, fait réagir les commerçants de Touba. Secrétaire général de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, section Touba, Cheikh Bassirou Diakhaté appelle l'État à libérer le marché de l'importation du sucre pour éviter ce genre de tension. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal fustige le dictat de la CSS. Nous savons tous que la compagnie sucrière du Sénégal n'a pas les moyens de satisfaire la demande nationale à elle seule. C'est pourquoi donc la donner les coups de franche d'importer la plupart des stocks au détriment des commerçants sénégalais. Nous appelons à l'État de changer de politique dans ce secteur car la CCS n'est plus une solution durable. De ce fait,
ACIS réclame la libéralisation du marché du sucre pour que plus jamais ce genre de situation ne se reproduise. Autre inquiétude, la concurrence étrangère jugée déloyale. Le secrétaire général de l'ACIS invite les autorités à privilégier la politique du protectionnisme de l'économie nationale. Ces dernières années, force est de constater que les Chinois, les Indiens, les Turcs, etc. envahissent le marché sénégalais avec des pratiques irrégulières et anti-concurrentielles. Cette forfaiture risque de faire sombrer le secteur du commerce et ses acteurs. Si cette pratique perpétue et que l'État ne réagit pas en mettant une politique de protectionniste, nous assisterons à une colonisation commerciale sans précédent. L'ACIS, soucieuse de la santé des populations durant le Grand Magal de Touba, appelle par ailleurs leurs collègues à plus de responsabilités et veiller pour que le marché ne soit pas inondé par des produits périmés. Merci Pape Farah. Toute autre chose à présent, bientôt la mise en œuvre effective de la fonction publique territoriale. Le ministre des collectivités territoriales et l'intersyndicale des travailleurs se sont rencontrés ce matin pour échanger sur les 3 décrets signés récemment par le chef de l'État Macky Sall. Ils concernent le décret 2011-662, le décret sur la création du Centre national de gestion de la fonction publique territoriale et de la formation. Une campagne d'information sur la mise en œuvre est prévue. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Amadou Ba. Ils ont l'habitude de tenir des rencontres du genre pour échanger sur des questions qui intéressent les travailleurs des collectivités territoriales. Ce matin, il s'agit de voir comment faire pour procéder à la mise en œuvre des 3 décrets signés le 25 mai dernier par le chef de l'État Macky Sall et qui viennent compléter ainsi l'architecture législative et réglementaire de la fonction publique locale. De tout cela, nous avons décidé de faire en sorte qu'il y ait une large diffusion, une vulgarisation, et faire en sorte que tous les bénéficiaires puissent être informés de leur mise en œuvre. Par exemple, nous avons décidé de faire une large communication autour de la révision du décret 2011-662 pour que les agents puissent comprendre les modalités pratiques pour bénéficier des retombées de ce décret. L'intersyndicale se réjouit des efforts consentis par l'État du Sénégal pour satisfaire les demandes des travailleurs. Les travailleurs au niveau de la base, tous les jours nous interpellent sur la fonction publique locale. Je pense qu'aujourd'hui, ils verront que nous sommes en train de travailler à mettre en œuvre cette fonction publique locale à travers les textes qui ont été pris et aussi faire en sorte que le Centre national de la fonction publique locale qui véritablement va gérer tout cela sera mis en œuvre bientôt. Dès l'instant qu'il est opérationnel, je pense que nous pourrons aller très très vite dans la mise en œuvre de la fonction publique locale. Cette mise en œuvre, vous savez, le plus difficile, c'était quand même d'avoir ces décrets. C'est ça. Ces décrets, nous les avons. Nous avons une feuille de route que nous planifions avec les autres ministères concernés. C'est cette synergie d'action, mais je peux vous garantir que nous allons arriver à des résultats tangibles dans un délai raisonnable. Le ministre des collectivités territoriales prévoit de convoquer en octobre le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ils vont examiner la feuille de route et faire le point sur les avancées. Dépollution de la baie de Han, la coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer dénonce le retard du démarrage des travaux de restructuration de la commune. Les acteurs ont tenu une conférence de presse dimanche pour fustiger le retard. Ils exigent le début des travaux dans les plus brefs délais. Voyons tout cela avec Nongoka et Asmalik Diop. La coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer revient à la charge. Elle dénonce le retard dans l'exécution des travaux de restructuration de la commune, un chantier du projet de dépollution de la baie de Han. Nous avions un chronogramme clair. Nous avons constaté qu'il y a eu des manquements notoires, à savoir des retards inexpliqués. Donc nous ne voulons pas que ces engagements tombent à l'eau, parce que la situation de Thiaroye-sur-Mer est un espoir de toute la population. La coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer campe toujours sur sa position. Elle ne compte faire aucune concession pour avoir gain de cause. Je pense que ça, au-delà même de l'exigence, c'est devenu un accord. Tous les acteurs, on est d'accord sur le fait que les 2 projets doivent aller concomitamment. Ce n'est plus possible, ça, on ne peut plus penser comme ça. Je pense que tous les acteurs en sont
conscients aujourd'hui parce que dans la mesure où nous avons eu la médiation du sous-préfet et que ça, je pense que ça doit être oublié. Thiaroye-sur-Mer est une localité qui étouffe. La configuration des quartiers n'offre pas une possibilité d'aménager un cadre de vie attrayant. La coordination estime que le projet de dépollution de la baie de Hann doit aussi profiter à l'ancien village Lébou. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que la restauration de Thiaroye-sur-Mer, bien étant une demande locale, est un besoin national. En termes de pertes économiques, combien le Sénégal a perdu durant ce week-end-là? Tout simplement parce que les eaux n'ont pas traversé Thiaroye-sur-Mer. Quand la nationale 1 est bloquée, ce que peut servir le Thiaroye-sur-Mer si c'était restructuré en termes de solutions pour la fluidité urbaine. Si Thiaroye-sur-Mer est restructuré, vous pouvez entrer à Yara et sortir en Mbao. À Thiaroye-sur-Mer, les travaux de dépollution de la baie de Hann doivent traverser la commune sur un linéaire de 6 km. Merci Nongo. Alors maintenant à Thiès pour parler de l'éducation des chargés de cours. Ils sont plus de 400 enseignants recrutés par l'État. Ils enseignent dans les collèges et lycées depuis plus de 10 ans, mais ils font face à des difficultés liées à la formation. C'est un sujet réalisé par Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Ils étaient des instituteurs diplômés de l'enseignement supérieur, mais ils sont recrutés pour servir au moins secondaire. Depuis plus de 10 ans, ils enseignent dans les lycées et collèges, mais avec beaucoup de difficultés. La trame de fond dans les revendications, c'est la valorisation. Ce que nous ne pouvons pas concevoir aujourd'hui, c'est qu'ils soient mis à l'écart, qu'on ne les valorise pas. Actuellement, où qu'ils soient au Sénégal, aujourd'hui, nous avons le mouvement national qui est sorti, mais il ne peut pas participer à ce mouvement national. C'est-à-dire qu'il ne peut pas compétir. Eux, ils ne peuvent pas compétir, mais aussi leur évolution, c'est-à-dire leur progression dans la fonction publique est plombée. Un appel est ainsi lancé à l'endroit des syndicats d'enseignants pour prendre en charge leurs préoccupations. Ce que nous demandons, c'est la formation. Qu'elle soit en mise en position de stage ou une formation à distance, nous demandons une formation. C'est cela en réalité qui nous importe le plus. Les syndicats anciens ne se soucient pas de nos problèmes. Nous avons eu à les exposer cela à de multiples rencontres. Mais en vain, nous dénonçons les lenteurs administratives dont nous sommes tous frappés. Ces chargés de cours du Sénégal affichent la détermination. Des actions seront menées, disent-ils, dès l'ouverture des classes. Satisfaction des autorités de la compagnie Air Sénégal après le lancement de la ligne Dakar-Washington. La cérémonie de clôture s'est tenue en présence des Sénégalais de la diaspora. Occasion saisie par le directeur général de la compagnie pour remercier les contributeurs au projet, sans rappeler les nombreux défis qui attendent le transporteur national. Reportage de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, Sarah Cissé et Chérif Touré. Merci. Un mot qui s'est imposé naturellement au directeur général d'Air Sénégal après un lancement réussi du vol inaugural Dakar-Washington. Nous avons ainsi atteint le premier objectif qui est cette partie de rapprochement entre les États et les peuples. Ensuite, il y a le deuxième objectif qui est l'objectif vraiment de nos compatriotes, aussi bien basés ici qu'en Afrique de l'Ouest. La Caisse de dépôt et consignation était également du voyage. L'institution est actionnaire principal de la compagnie. Pour son directeur général, c'est une fierté d'avoir rendu possible ce challenge. L'avion a effectué le vol Dakar-New York-Washington dans d'excellentes conditions. La compagnie devient de plus en plus attractive et il est évident que peut-être des privés nationaux, surtout, viendront renforcer cette compagnie. Parmi les autorités présentes à ce cocktail dînatoire, le consul honoraire du Sénégal qui décerne également un satisfecit à la compagnie. Parce que j'ai pu constater la qualité de l'appareil, de l'avion et la qualité du service, ce qui est extrêmement important dans le secteur des transports aériens. Après un envol réussi vers les USA, cap sur d'autres destinations. Air Sénégal ne se fixe pas de limite à la conquête du monde, pourvu que ses services soient toujours à la hauteur des attentes de ses clients. Il y aura certes d'autres lignes qui vont s'ouvrir, mais juste pour compléter notre réseau, je pense en particulier aux lignes vers Lagos ou le niveau de service.
le contact, la communication avec nos passagers, avec nos clients, l'amélioration de nos opérations au niveau de l'aéroport de Dakar, l'ensemble de tous les services qui feront que nous allons consolider les bases de notre compagnie. Nous en sommes aujourd'hui là. C'est une ambiance conviviale qui a régné tout au long de ce cocktail dînatoire, point final d'une série d'activités marquant l'ouverture de la ligne aérienne nationale aux USA. Le retour de la délégation est prévu ce 5 septembre à Dakar. Merci beaucoup Sarah, et on prend justement l'avion pour rallier Conakry. Les frontières aériennes et terrestres ont été rouvertes pour les échanges commerciaux et humanitaires. Aujourd'hui, à l'issue d'une rencontre avec les plus hauts dignitaires du régime d'Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbia a annoncé la formation prochaine d'un gouvernement d'union nationale. En ligne de Conakry, notre envoyé spécial Aïcha Fall. Bonsoir Aïcha. Quelle est la situation ce soir à Conakry? Que peut-on retenir de ce jour d'après? Alors, un jour d'après assez calme, mais un jour de fête quand même. Le colonel a tenu, avant de gérer ses audiences aujourd'hui, à partager sa joie, à partager son espoir avec tout le peuple guinéen. Et il est sorti, dès son allocution de 3 minutes, il est sorti du camp militaire dans lequel sont consignées les forces spéciales pour faire le tour de tout Conakry. Alors, il a arpenté toutes les avenues et tous les Guinéens sont venus à sa rencontre avec des cris comme espoir, avec des cris comme liberté, avec des cris comme démocratie. Donc une journée très chargée pour le colonel Doumbia qui a passé après ce petit échange avec son peuple, il a passé pratiquement tout le reste de la journée à recevoir les ministres de l'ancien gouvernement qu'il a dissous, à recevoir les gens de la société civile, à recevoir surtout les généraux. Il a reçu beaucoup de généraux aujourd'hui. Ils ont fait foison au camp. Et à la fin, il recevait les partenaires financiers, les partenaires commerciaux. La communauté internationale appelle à la libération du président Alpha Condé. Quelle est sa situation ce soir? Est-ce que vous avez des infos le concernant? Alors pour le moment, tout est verrouillé à propos d'Alpha Condé. Alpha Condé, on ose à peine prononcer son nom dans le camp militaire des forces spéciales. On chuchoterait qu'il serait toujours à Conakry, qu'il serait dans de très bonnes mains, qu'il est sain et sauf, que rien ne lui sera fait, mais on rechigne encore à dire où est véritablement Alpha Condé. Merci beaucoup Aïcha Fall, journaliste au quotidien L'Observateur, envoyé spécial du groupe Futur Média à Conakry. Vous suivez tout cela pour nous. Merci beaucoup Aïcha. Vous l'avez dit, un peu partout en Guinée, c'est un sentiment de liberté qui prévaut. Liberté, c'est le mot qui résonne à l'Abbé, fief d'un certain Cellou Dalein Diallo, opposant historique en Guinée. C'est un reportage de Chérif Dia avec les images de Alpha Bari. Comme Conakry et partout ailleurs en Guinée, la région de l'Abbé avait aussi soif de liberté. Une liberté que ces manifestants espèrent retrouver depuis dimanche, jour de la chute de Alpha Condé. Ils se sont du coup donné rendez-vous au gouvernorat, lieu de l'installation du nouveau gouverneur, le colonel Tamba Kalastolo, cumulativement à ses fonctions de commandant de la zone militaire de l'Abbé. Par ce acte, j'installe, par la grâce de Dieu et en son nom, le colonel Kaskas dans les fonctions de gouverneur de la région administrative de l'Abbé. Que Dieu le bénisse. Le colonel Kalas, comme on l'appelle ici à l'Abbé, ne veut pas perdre de temps. Aussitôt installé, le nouveau gouverneur décline sa feuille de route. J'invite donc les cadres du gouvernorat à la transparence et en qualité et fonction de tout un chacun pour le bien-être de la région administrative de l'Abbé et en particulier
pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Je n'accepterai pas la démagogie, les détournements. À partir de ce lundi, tous les gouverneurs de région sont remplacés par les commandants de zones militaires. Ainsi en a décidé le Comité pour l'unité nationale et le développement. Celui de l'Abbé donne des gages à ses concitoyens. Aux populations paisibles de l'Abbé, je serai à votre écoute et je serai à votre service, où que ce soit. À monsieur le gouverneur sortant, je serai attentif à vos conseils. Et soyez rassurés que tout ira à merveille, si Dieu le veut bien. La région de la baie en majorité Peul compte environ 1 91 633 habitants. Ce fief de l'opposition, notamment Selou Dalen Diallo, sent le martyr depuis l'indépendance de la Guinée. La Guinée, un pays longtemps secoué par la prise du pouvoir par les armes, indépendante depuis 1958. Elle a connu plus de 4 coups d'État et de nombreuses tentatives. Voyez tout cela avec Mamadou Fall. La Guinée fait partie des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à accéder à l'indépendance en 1958 avec comme président Ahmed Sékou Touré. Le père de l'indépendance guinéenne est resté au pouvoir jusqu'en 1984, année de sa mort après avoir suivi une intervention chirurgicale aux États-Unis. Le président Conté décède en 2008. Dadis Camara entre dans la danse en s'autoproclamant président de la République en 2009. Une tentative d'assassinat contre sa personne s'en est suivie et une sortie de crise organisée en 2010. Décembre 2010, Alpha Condé est devenu président de la République de la Guinée au second tour du scrutin devant Selou Dalen Diallo. Depuis, du sang a été versé. 11 octobre 2015, Condé est réélu avec 59,7% en 2020. Alpha Condé remporte l'élection présidentielle pour un 3e mandat. Des résultats contestés et des manifestations de l'opposition occasionnant plus de 200 morts. Alpha Condé pensait dérouler tranquillement son 3e mandat avant que la vague Doumbia le renverse juste un an après sa réélection. Merci beaucoup Mamadou pour ce rappel historique. Et dans ce contexte, comment éviter l'engrenage des coups de force en Guinée et quelles conséquences sur la stabilité de la région ouest africaine? Pour le professeur Bakary Samb, le risque est réel car les coups d'État semblent de plus en plus faciles pour les militaires. C'est un sujet réalisé par Marcel Farba-Maroun et Tierno Laurent-Métis. Premier président démocratiquement élu en Guinée, Alpha Condé est donc naturellement devenu le premier du genre à avoir été renversé par l'armée. Et au vu des coups d'État qui sont désormais légion, notamment dans la région ouest africaine, d'aucuns craignent le pire. Je crois que nous sommes entrés dans une ère trouble dans la sous-région ou dans la région de manière générale. On voit les pushs se généraliser. Nous avons le Tchad, nous avons le Mali, à côté il y a la Guinée. Et je crois que c'est parti pour être un cycle d'instabilité qui va s'ajouter à la question de l'instabilité et de l'insécurité endémique qu'on connaît dans la sous-région. En renversant des présidents élus par les urnes, les militaires promettent la plupart du temps de restaurer la démocratie. Un paradoxe à placer dans le contexte général de ce que les experts appellent les vents défavorables à la démocratie. Toutes les élections qui se sont déroulées ces derniers temps, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays, ont été validées par les grandes puissances et par les instances internationales. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où les coups d'État réussissent, parfois de manière non sanglante, parce que justement les militaires ont déjà gagné la conquête des cœurs au regard des frustrations et que les États sont confrontés maintenant à ce déficit de crédibilité et ont perdu la bataille de l'opinion et du soutien populaire. C'est avec le soutien des partenaires techniques et financiers que la Guinée a mené depuis 2010 une vaste réforme du secteur de la sécurité. Objectif, professionnaliser les forces de défense et de sécurité, mieux les préparer à assurer leur mission ou encore les dépolitiser. Un dernier objectif, pas du tout atteint. Merci Marcel. L'actualité au Sénégal, c'est la mort de l'ancienne gloire de la lutte sénégalaise, Mamadou Sakho, alias Double S. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Yoff. Retour sur son parcours mémorable avec Malik Tiandou. L'arène sénégalaise encore endeuillée. Mamadou Sakho dit Double S tire sa révérence des suites d'une longue maladie. Le natif de Malifara dans le département de Sédhiou perd son ultime combat
non sans avoir marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de la lutte sénégalaise. De 1972, date de son premier combat dans l'arène contre Doudou Bakassar, à 1999, Double Less s'était taillé une réputation de gagneur, ce qui lui a valu le titre de seigneur des arènes. Il a épinglé à son tableau de chasse tous les grands champions de l'époque. Mame Gorgui Ndiaye, Ibou Senghor, Pape Kane, Mbaye Gueye, Moussa Diamé, Mor Fadam, Toubabou Dior, et la liste est loin d'être exhaustive. Double Less a également rayonné sur la scène internationale sous les couleurs du Sénégal. Plusieurs fois champion d'Afrique, Double Less a brillamment représenté le Sénégal sur la scène olympique. Il a notamment pris part aux Jeux olympiques de Montréal 1976, Moscou 1980, Los Angeles 1984 et aux Jeux africains de Nairobi. Double Less, le baobab s'est effondré, mais son legs sera perpétué par ses fils Balla Gaye 2 et Sa Thiès. La perte de Double Less doit pousser à réfléchir sur les conditions d'existence des anciennes gloires de la lutte sénégalaise. Mbaye Gueye, Boy Bambara, Mor Fadam, Balla Gaye numéro 1, Toubabou Dior, entre autres, ont tous eu des ennuis de santé avant de partir au pays du grand repos. Merci Malik. Lui aussi, son histoire dépasse l'entendement. Jean-Pierre Adams, ce footballeur d'origine sénégalaise plongé dans le coma depuis 1982, finalement décédé ce lundi. Jean-Pierre fut un des premiers footballeurs africains à jouer dans l'équipe nationale de la France. Durant 39 ans, il était plongé dans le coma. Les témoignages de sa petite sœur et de Abdoulaye Diaw recueillis par nos équipes Aminata Marisso et Modou Diop. Nous avons retrouvé la famille Adams aux allées centenaires. Devant la porte, la petite sœur Elisabeth Adams nous accueille. D'être dans le coma depuis 39 ans, ça a été très très difficile. On était sous le choc, mais bon, on continuait toujours de mettre tout entre les mains du bon Dieu. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Jean-Pierre Adams, un des premiers Sénégalais à jouer dans l'équipe nationale de France. Nous sommes vers les années 60. De France, ce n'était plus arrivé depuis les années 30. À l'époque, c'était Raoul Diagne, fils de Blaise Diagne. À l'époque, c'était Raoul Diagne qui jouait à l'équipe de France, qui a fait une Coupe du Monde avec la France en les années 38. Raoul Diagne qui deviendra après le premier entraîneur national de l'équipe du Sénégal. Nous sommes au début des années 60. Depuis, il n'y avait plus de Sénégalais en équipe de France. Jusqu'au moment où Jean-Pierre Adams a attiré l'attention d'un sélectionneur qui est passé en France et qui s'appelait Stéphane Kovacs. Jean-Pierre Adams, un footballeur de nationalité sénégalaise qui avait séduit la France d'alors, hélas, il n'aura pas tenu debout longtemps. Vraiment, c'est très dur pour Jean-Pierre parce qu'il a 73 ans aujourd'hui et il est resté dans le coma 39 ans, donc il a vécu que 34 ans. Une anesthésie ratée à l'origine du malheur. Il est allé de lui-même chez son tubib, il a conduit sa voiture jusque-là, il a appelé son épouse Bernadette pour lui dire « je suis chez mon tubib ». Il va me garder pour quelques jours et en venant me voir, tu viens avec une paire de béquilles. Parce que j'en aurai besoin, je vais subir une opération du genou. C'était les derniers propos de Jean-Pierre Adams à son épouse Bernadette. Nous sommes en 1982. Son épouse Bernadette est citée en exemple par la famille du défunt, mais aussi par Abdoulaye Diaw, journaliste et sportif qui a eu à le connaître. Merci Aminata. Football, deuxième journée groupe H des éliminatoires mondiales 2022. Le Sénégal est en déplacement à Brazzaville pour rencontrer le Congo ce mardi. Un impératif de victoire pour les deux sélections. Après le succès de la Namibie face au Togo, les Lions du Sénégal sans Cheikhou Kouyaté veulent reprendre la première place du groupe. Cher Sadibou Diarra. L'équipe nationale du Sénégal, en quête de leadership du groupe H des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. 25 lions déterminés sont à Brazzaville pour faire un bien meilleur résultat que le nul blanc
face au Congo du mois. Merci cher. Et dans l'actualité sportive en basket, fin de l'Afrobasket remporté par les Tunisiens hier devant la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le Sénégal, Boniface Ndong se dit prêt pour de nouveaux challenges avec les Lions du basket. Selon le sélectionneur, l'équipe a encore une belle marge de progression. Le Sénégal peut être fier de la performance des Lions. Je pense qu'on est venu ici étant une chose très rare que le Sénégal soit la meilleure équipe à 3 points. Mais tous nos meilleurs tireurs sur le premier Coupe d'Afrique, c'est des gens qui viennent de sortir de collège. Alga, il est toujours au collège. Donc je pense que la pression et peut-être n'avoir pas eu la chance d'avoir joué à Belgrade, n'avoir pas eu la chance d'avoir peut-être des équipes de grand niveau, tu vois. Donc c'est très facile pour un jeune joueur de gagner beaucoup de confiance, mais aussi c'est très facile de perdre la confiance. Et comme me disait un bon ami, il me dit, tu ne peux pas rentrer sur le terrain et jouer. Non, c'est pour ça que je suis fier, tu vois. Donc je savais qu'on était très bon, on a montré un basket très joli. Je pense qu'on a peut-être montré un des meilleurs baskets qu'on a vu depuis longtemps ici. Mais avec des jeunes de 22 ans, 23 ans, donc c'est pas évident. Voilà, donc personnellement, j'ai beaucoup à apprendre, mais bon, je pense que je suis satisfait de ce que j'ai fait. Mais l'avenir, ça dépend de la fédération. Vous savez, hein, au Sénégal, comme certains m'ont rappelé, on a eu, je pense, 13 coachs dans les dernières années, je ne sais pas combien, mais bon, voilà, ça dépend de la fédération. Moi, j'aime mon pays, tu vois, moi et le coach de Sagana Diop, on a dit que, tu vois, c'était dur, je n'ai pas eu de repos, là je retourne, je vais continuer à travailler directement, mais si j'avais à le refaire, je le referais, parce que je suis trop fier de mes joueurs. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux Mas Ndiaye, Mamfatou Ndoye et Malal Junior regagne le Sénégal qui rentre donc à Dakar avec la médaille de bronze. Une dernière note dans cette édition, le cinéma mondial perd un de ses icônes. L'acteur français Jean-Paul Belmondo a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de 88 ans. Belmondo, alias Bébel, victime d'un AVC en 2001, laisse derrière lui 80 films et 30 pièces de théâtre, dont Cyrano en 1989. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, soir d'info avec Binta Diallo. Les programmes continuent sur TFM. Excellente suite. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit.